Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents ce matin pour ce webinaire consacré à un enjeu devenu absolument central dans nos organisations, la santé mentale au travail. Donc, nous allons échanger ensemble de 10 heures à midi autour d'un fil conducteur clair, comprendre, repérer et agir durablement. L'objectif est à la fois de partager des repères, de valoriser des pratiques concrètes, mais aussi de vous donner des leviers directement mobilisables dans vos structures. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Isabelle Chavot, directrice territoriale du FIP, qui va introduire ce temps d'échange et en poser les enjeux. Oui, bonjour à tous et merci de votre présence en nombre ce matin. Nous souhaitions, dans le plan d'action de l'année 2026, introduire au travers de ce webinaire les sujets de santé mentale. On va le voir, il y a un certain nombre d'employeurs de la région des Hauts-de-France, employeurs publics, mais également privés, qui ont mobilisé au sein de leurs organisations des moyens liés à la santé mentale. Il faut rappeler que la santé mentale a été cause nationale, grande cause nationale l'an passé, mais également cette année, puisqu'il y a un report de cette grande cause nationale sur l'année 2026. Je voulais également rappeler que l'OMS a mis en œuvre un plan, un programme 2019-2023 qui visait une couverture universelle en matière de soins liés à la santé mentale, que l'OMS a évalué à 1 milliard de la population mondiale des sujets de troubles liés à la santé mentale. Donc, il y avait un recensement important de problématiques de santé mentale vécues par les populations. Un quart de la population souffrira à un moment de sa vie d'un épisode lié à une difficulté en matière de santé mentale. Un sondage français a été organisé fin 2024. Il a été organisé par Odoxa et la Mutualité française. Sur 2010 personnes interrogées, 41% de ces personnes disaient avoir été affectées par un trouble lié à la santé mentale, une difficulté en matière de santé mentale au cours de leur vie. Ces troubles ou ces difficultés en matière de santé mentale concernaient plus particulièrement des femmes. La donnée chiffrée était de 44% des femmes contre 36% des hommes. Donc les femmes étaient plus sujettes à des épisodes de problématiques de santé mentale, mais également les jeunes. C'est ce que révélait un certain nombre d'études. Les jeunes sont à ce jour, les jeunes populations, c'est-à-dire les 18-25, sont beaucoup plus concernés par les sujets de santé mentale. Et sur cette enquête de fin 2024, 55% des jeunes disaient avoir des difficultés en la matière. Donc, il nous semblait essentiel ce matin de revenir sur ces sujets de santé mentale. Merci Isabelle. Avant de débuter, je vous propose de partager rapidement les objectifs de ce webinaire. Donc l'idée aujourd'hui est d'abord de mieux comprendre les enjeux de la santé mentale et notamment ses interactions avec l'environnement professionnel qui joue un rôle déterminant. Nous verrons ensuite comment identifier les situations à risque et surtout repérer les signaux faibles chez les agents, souvent précurseurs de difficultés plus importantes. Un autre point essentiel sera de vous permettre de mieux connaître les acteurs et les dispositifs mobilisables afin d'accompagner au mieux les agents concernés. Ce temps sera également l'occasion de vous inspirer d'initiatives concrètes mises en place par d'autres structures publiques pour nourrir vos propres réflexions. Et enfin, l'objectif est que chacun puisse repartir avec des leviers d'action adaptés à son organisation, directement mobilisables sur le terrain. Donc, notre webinaire va s'organiser autour de 4 temps. Nous commencerons par un premier volet pour comprendre les enjeux de la santé mentale au travail. Nous poursuivrons ensuite avec un temps consacré à repérer les situations et agir. Fleur, on ne vous entend plus. Merci Marie. Donc, j'en étais à nous poursuivrons ensuite avec un temps consacré à repérer les situations et agir notamment à travers l'identification des signaux faibles. Puis nous aborderons la question de l'orientation et de l'accompagnement des agents en mobilisant les bons acteurs et les bons dispositifs. Et enfin, nous terminerons par un dernier temps sur l'inscription dans la durée
avec les leviers permettant de structurer une démarche pérenne au sein des organisations. Donc, une dernière slide avant de laisser la place à Marie Imbert. Donc, quelques éléments pratiques avant de commencer. Pour garantir la qualité des échanges, les micros et les caméras des participants sont désactivés pendant le webinaire. En revanche, vous pouvez bien sûr interagir tout au long de la matinée. Donc, vous avez le chat, donc les conversations pour partager vos réactions. Et vous avez aussi l'onglet Q et R pour poser vos questions. Et nous vous proposerons également des sondages pour participer de manière interactive. Donc, votre participation est vraiment essentielle pour faire vivre ce temps d'échange. Je laisse tout de suite la parole à Marie Imbert, que je laisse se présenter. Oui, bonjour, merci. Et Fleur, je vous laisse déjà prendre connaissance puisque le chat a déjà bien été, a bien été pris en main par les différentes personnes, soit pour des personnes dans la salle d'attente, soit pour le support. Donc moi, je suis Marie Imbert. Pour me présenter très rapidement, après un parcours en psychologie, je suis intervenante maintenant depuis quelques années dans les organisations de travail, que ce soit les entreprises privées, structures publiques ou associatives, pour accompagner et questionner les transformations du monde du travail, donc à la fois en lien avec la santé mentale, mais plus largement avec les transitions que le monde du travail connaît. Aujourd'hui, donc, on va commencer par voilà, comprendre les enjeux de la santé mentale. J'imagine que vous, si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous concerne, donc on va essayer aussi de répondre un petit peu à toutes vos questions et j'espère que vous en aurez pour voilà, ce que vous venez chercher également. Commençons peut-être par un petit sondage. Je vous propose de répondre à une première question avant qu'on commence. Alors, plusieurs manières pour le faire. À la fois le lien qui va être mis dans le chat. Vous pouvez cliquer directement dessus. Vous arriverez sur la page du sondage. Sinon, vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone ou vous rendre sur wooclap.com/fr et rentrer le code de l'événement. Une fois que vous y êtes, je vous propose d'attendre quelques secondes que tout le monde arrive et puis je vais lancer la première question. J'arrête mon partage, du coup, le temps de lancer le questionnaire. Et n'hésitez pas voilà, à faire part dans le chat si vous avez des difficultés à vous connecter au sondage. Hop, je vois qu'on a déjà une trentaine de personnes. Petit à petit, les gens arrivent. Super. Peut-être en attendant que les uns les autres se connectent, je lance la première question. Sachez aussi que vous pouvez rester sur cette page parce qu'on aura d'autres questions au fur et à mesure du webinaire, donc je vous invite à ne pas la quitter. Et vous pourrez continuer comme ça les questions. Donc, première question, selon vous, la santé mentale au travail, ça correspond principalement à quoi? À l'absence de troubles psychiques, au bien-être psychologique au travail, à la capacité à faire face aux situations professionnelles, à un sujet personnel ou encore un enjeu d'organisation de travail. Vous pouvez bien évidemment inscrire plusieurs réponses en fonction de vos avis. Et je vous afficherai les résultats après pour ne pas vous biaiser. Encore une petite dizaine de personnes qui hésitent. Je vous laisse répondre du coup. Je n'arrive pas à me connecter à votre questionnaire. Ah, vous essayez de le faire comment? Par téléphone ou par l'ordinateur?
par l'ordinateur. J'ai cliqué sur le lien, ça ne donne rien. J'essaie de rejoindre l'événement et ça ne Alors, donne je vais rien. vous donner un lien plus direct. Je pense que si je vous mets celui-là, vous allez directement arriver. Hop, je vous le remets dans le chat. Le dernier lien, normalement, vous arrivez directement sur la page du sondage. Vous me dites si ça fonctionne toujours pas. Non, il demande un code pour rejoindre l'événement. Ah, alors le code, c'est RBC, Oui, puis RTB, tout en majuscule. RTB. Ouais. On a encore quelques personnes qui n'ont pas répondu, mais je vais commencer à vous afficher les résultats. C'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous avez pu Oui, vous c'est connecter, bon, super. merci. Donc, alors, des réponses assez majoritaires. La question du bien-être psychologique au travail qui arrive en tête, hein. Vous êtes 96% à l'intégrer dans la question de la santé mentale au travail. Un enjeu d'organisation de travail aussi pour 3/4 d'entre vous, un petit peu plus. Et après, bah, c'est un peu plus disparate. La capacité à faire face aux situations professionnelles pour 63% d'entre vous. Et ensuite, plutôt des réponses liées à l'absence de troubles psychiques ou à un sujet personnel pour entre 12 et 15% d'entre vous. Voilà, donc merci beaucoup pour ces premières réponses. Je vous invite à garder cette page sur le côté, puisqu'on va y revenir un petit peu plus tard. Je vois que ça continue de voter, donc sur les dernières personnes, je vous laisse également mettre vos votes, et puis je vais poursuivre la présentation, et on verra finalement ce qu'on peut en dire de cette question de la santé mentale au travail. Alors, hop. Si des fois je regarde de l'autre côté, c'est pas que je suis pas avec vous, c'est que je suis en double écran. Donc, hop, voilà. Normalement, vous retournez sur le diaporama. Je vais me garder le chat aussi. Excusez-moi pour ces petits aspects techniques. Hop, c'est parti. Donc, tout à l'heure, Madame Chavot parlait de l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment un acteur de référence pour parler des questions de santé et également des questions de santé mentale. Je pense que vous connaissez peut-être cette définition de la santé qui intègre un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est une définition de la santé, mais elle peut être assez intéressante à deux niveaux, à la fois parce qu'elle prend en compte du coup les dimensions de la santé mentale et de la santé sociale qui n'étaient pas jusqu'à présent pris en compte historiquement. Et l'autre point finalement de cette définition qui est important, c'est qu'elle ne consiste pas en l'absence de maladie. Donc, on va dire, mise en parallèle avec la question de la santé mentale, c'est que la santé mentale, ça ne semble être pas uniquement la question de l'absence de troubles psychiques. On reviendra sur cet aspect juste après. Par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette définition, mais moi, c'est rare que je me sente dans un état complet de bien-être physique, mental et social. Il y a des hauts et des bas, il y a des jours où voilà, c'est plus facile que d'autres, il y a des moments de vie, même on ne parle pas que de jours, mais il y a des périodes dans lesquelles c'est plus compliqué ou plus facile, et pourtant, je peux me percevoir en bonne santé. Donc, en tout cas, ce qui va concerner la santé mentale, on va préférer parler, ou en tout cas, on va compléter cette définition par une vision un peu plus dynamique. C'est une affaire d'équilibre, en fait, la question de la santé mentale. C'est notre capacité à tenir en équilibre, à se sentir bien, pour faire face aux contraintes, aux difficultés et aux aléas de la vie, du quotidien, en mobilisant des ressources. Et qu'est-ce que c'est ces ressources? Ça peut être des ressources internes ou des ressources externes. On en parlera un petit peu plus tard. Donc on a vraiment cette vision, cette image qu'il faut garder en tête d'un équilibre ressources-contraintes qui, la plupart du temps, est plutôt équilibré, mais qui peut se retrouver déstabilisé pour plusieurs raisons. Elle peut se trouver déstabilisée ou rompue de manière plus ou moins durable, quand les contraintes deviennent plus importantes que les ressources avec lesquelles on peut jouer au quotidien. C'est par exemple, situation classique, une surcharge de travail. Pour quelqu'un qui a de l'autonomie, du soutien, c'est des ressources, donc c'est plutôt
perçu par la personne comme stimulant. Pour quelqu'un qui va être isolé dans ce moment de travail, ça va être quelque chose qui va être plutôt ressenti du côté de l'épuisement. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est à la fois dynamique dans le temps. Oui, je pense que voilà, vous aurez je vois pardon les questions dans le chat, le diaporama et puis la boîte à outils qu'on vous présentera, voilà, seront mises à disposition. Donc voilà, une vision de la santé mentale qui est dynamique et qui est relative ou subjective, c'est-à-dire que ce qui fera contrainte pour moi ne sera pas forcément la même chose qui fera contrainte pour vous, et de même que les ressources ne sont pas des ressources objectives, quantifiables et surtout les mêmes finalement pour les uns et les autres. Voilà, Michel, enfin je vous appelle par vos prénoms, j'espère que ça ne vous dérangera pas, vous pouvez aussi m'appeler par mon prénom. Ces notions d'équilibre reviennent dans le stress professionnel. Les RPS, on va voir dans cette présentation que c'est très lié. Ce qui peut être aussi important sur cette question de la santé mentale et de cet équilibre, c'est finalement, est-ce que cet équilibre il vient être déstabilisé dans la durée et est-ce qu'il vient être déséquilibré ou impacté de manière très intense, ou en tout cas d'évaluer l'intensité et la durée de ce déséquilibre qu'on va retrouver et qui peuvent amener à des problématiques ou difficultés de santé mentale. Deuxième point sur la santé mentale, c'était son articulation avec les troubles psychiques. Est-ce qu'on peut être en bonne santé mentale quand on est concerné par un trouble psychique? Est-ce que, de l'autre côté, est-ce que quand je ressens un mal-être, est-ce que ça veut dire que j'ai un trouble psychique? Si on regarde la définition de la santé de l'OMS, c'est pas forcément le cas. On va avoir à la fois une représentation, on va dire un continuum sur la présence ou l'absence de troubles psychiques d'une part, et la question du bien-être ou de la santé mentale, avec à l'opposé la question du mal-être ou d'une santé mentale dégradée, qui vient en complément. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait donc être en bonne santé mentale quand on vit avec un trouble psychique. On peut ressentir un bien-être mental, avoir des relations sociales satisfaisantes, une activité épanouissante, une bonne estime de nous-mêmes, on bénéficie de soins, d'accompagnement, d'un soutien social. Et là, pour le coup, on est en bonne santé mentale, on se sent en bonne santé mentale. C'est la notion de rétablissement, peut-être que vous connaissez également. De même, une personne peut ressentir un mal-être sans être concernée par un trouble psychique. C'est le cas quand on va vivre un événement fortement déstabilisant, par exemple. Donc, il n'y a pas d'un côté les personnes avec une bonne santé mentale et les personnes avec une mauvaise santé mentale ou des difficultés de santé mentale. On a tous une santé mentale et c'est important finalement d'en prendre soin. Mais comment on en prend soin? Donc, comment on en prend soin? Il y a plusieurs choses qui déterminent la santé mentale. On a des facteurs tout d'abord individuels. Ça peut être des facteurs biologiques, psychologiques ou liés au parcours de vie. C'est notre état de santé global, c'est les expériences qu'on a vécues, notre personnalité, les compétences psychosociales. Donc, je ne sais pas à quel point vous connaissez les compétences psychosociales, mais ça va être la capacité à gérer le stress, les émotions, communiquer efficacement, avoir conscience et connaissance de soi, une pensée créative, savoir prendre des décisions. Donc tout ça, c'est des compétences qu'on acquiert au cours de la vie et qui vont augmenter les ressources quand on parle de cette balance ressources-contraintes qu'on peut vivre sur la santé mentale. Là, ça va être l'objectif d'augmenter les ressources pour faire face aux aléas de la vie. Mais ces facteurs individuels, ils sont loin d'être les seuls qui déterminent notre santé mentale. On a aussi des facteurs économiques et sociaux. À titre d'exemple, donc le premier qui est souvent aussi mis en avant, c'est les proches, les liens sociaux, la question de l'emploi également, qui va déterminer et influencer notre santé mentale, la situation socio-économique, les revenus, les dettes qu'on peut connaître. Et on a un niveau encore plus éloigné de l'individu, mais pourtant très impactant, c'est les facteurs sociétaux. Dans les facteurs sociétaux, on retrouve les politiques sociales, les politiques économiques, les infrastructures, la culture. Donc ça, c'est des points, les inégalités sociales, les politiques d'emploi, l'accès aux soins, la possibilité de pouvoir se soigner, de faire appel à des professionnels, la stigmatisation ou l'exposition à la violence.
c'est des facteurs qui dépassent bien au-delà de l'individu ou même les organisations de travail, mais qui sont à prendre en compte puisqu'ils influencent aussi au quotidien notre santé mentale. Le message là-dessus, voilà, vous l'avez compris un petit peu, en résumé, on n'est pas les seuls responsables de notre état psychologique et il dépend pour une grande part de nos conditions de vie et de nos conditions de travail notamment. Donc, la santé mentale, voilà, on a vu en quelques mots de quoi on parle. Finalement, au travail, pourquoi s'en préoccuper? Le travail, il peut avoir des effets différenciés sur la santé mentale. Il peut avoir des effets bénéfiques et des effets délétères. Là aussi, on n'est pas sur des effets qui sont absolus et objectifs. Ils vont dépendre pour beaucoup du contexte, de la subjectivité. Pour les effets bénéfiques, je vais en parler rapidement. C'est des choses qui ont été assez documentées ces dernières années par la recherche scientifique finalement sur la psychologie du travail. On a des effets bénéfiques assez différents du travail sur l'individu et sur sa santé mentale. Des questions de structuration du temps, d'accomplissement et de développement, le sentiment d'avoir une place dans la société, des ressources financières, l'estime de soi, les liens sociaux, l'identité, le sentiment d'utilité. Donc ça, voilà, c'est plutôt des effets qui sont bénéfiques sur la santé mentale des individus, mais on va avoir finalement des effets aussi qui peuvent être soit bénéfiques, soit délétères dans les conditions de travail, dans les structures. Et de manière assez actuelle, ou en tout cas voilà, ces dernières décennies, on constate des transformations assez profondes du monde du travail. Je vous en ai mis quelques exemples là dans cette slide. Donc l'accélération, l'intensification, c'est tout ce qui va concerner la pression temporelle, la surcharge, le fait d'être en multitâche. Je l'espère que vous n'êtes pas en multitâche ce jour et que vous pouvez profiter de ce webinaire et des apports pleinement. Les interruptions aussi qui sont très fréquentes, que ce soit en présentiel ou en distanciel. D'autres aspects liés aux incertitudes et à la précarisation de l'emploi, statut précaire, restructuration. Donc ça, c'est pour ceux qui sont sensibilisés ou formés aux risques psychosociaux, c'est des facteurs de risques psychosociaux. Les usages du numérique, avec notamment la question les enjeux de déconnexion, de surcharge d'informations. Et donc là, voilà, ces trois petits points. Premièrement, on est plutôt sur des questions de contraintes. Et de l'autre côté, des questions de ressources qui, possiblement, sont en diminution. Diminution des logiques collectives, individualisation du travail. Là, on est sur une potentielle baisse des ressources auxquelles l'individu peut, que l'individu peut mobiliser pour faire face aux contraintes du travail. Qu'est-ce que ça entraîne, ces transformations? C'est donc voilà, notre équilibre ressources-contraintes qui est perturbé, qui est mis sous tension, plus de contraintes, moins de ressources, avec des effets à la fois sur l'individu, mais aussi des impacts économiques et sociaux. Donc sur les impacts individuels, sentiment de solitude face à l'expérience du travail, la fatigue, le stress chronique, le désengagement, l'épuisement, burn-out. Pour les aspects économiques et sociaux, ça va s'illustrer assez directement par les questions d'absentéisme, de turnover, de surcharge de travail engendrée, de tensions relationnelles, de détérioration du climat social ou encore de baisse de la qualité. Alors, donc ça, c'est des impacts un peu globaux qui sont très liés à la santé mentale des individus aussi. Ce qui est important, voilà, c'est de pouvoir agir sur ces deux dimensions, à la fois les contraintes et les ressources. Est-ce que ça va jusque-là? Je ne vois pas de commentaires pour l'instant dans le chat, donc j'imagine que ça va. Je vous propose de retourner sur notre petit sondage pour une deuxième question. Cette fois plutôt une question d'expression libre, avec des exemples pour vous de contraintes au travail qui peuvent influencer la santé mentale ou votre santé mentale plus particulièrement. Vous pouvez bien sûr répondre plusieurs propositions et je vous afficherai, comme tout à l'heure, les résultats d'ici quelques minutes. Le temps, voilà, on se laisse quelques minutes pour réfléchir et puis pour pouvoir contribuer sur cette partie.
Est-ce que la nouvelle question s'affiche dans vos... Oui, c'est bon, je vois des réponses qui arrivent. J'ai- Je n'ai pas la question. Vous êtes sur le... Peut-être que c'est parce que j'avais pas encore changé. Pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir la question, est-ce que vous êtes déjà sur WooClap ou et en attente, on va dire, de la question qui s'affiche, ou vous n'êtes pas sur WooClap? Déjà. Alors peut-être vous pouvez rafraîchir la page, que ce soit sur le téléphone ou sur c'est bon, ok, super. Alors, je vais vous partager les résultats, mais vous verrez qu'il bouge beaucoup puisque vous êtes en train de participer. Donc pour l'instant, c'est pas encore très lisible. Mais on voit au centre un petit peu du... Est-ce que vous voyez le nuage de mots? Oui, on a quand même au centre le mot travail. Oui, oui, tout à fait. La contrainte du travail, tout simplement, effectivement. On a la surcharge aussi. Je pense que la surcharge du travail, la pression. euh, Bon, j'attends parce que c'est c'est des petites abeilles qui bougent de tous les côtés. Pour moi, là, je ne vois pas encore bien. Les collègues aussi. Hmm. Je vois contradictoire, donc ça peut être aussi les injonctions contradictoires, Oui, les demandes contradictoires. J'essaye de capter entre deux mouvements. Voilà, donc la pression aussi qui revient, la charge de travail, les des mots questions aussi de remplaçants. management. Pardon, Fleur, Oui, allez-y. oui, le manque de ressources Mm. quand il y a des arrêts ou des départs. Ça Ouais, aussi. manque de personnel, manque de moyens, l'ambiance aussi de travail, une mauvaise ambiance qui revient. L'absentéisme. Les chiffres, les chiffres aussi. Manque de reconnaissance, les injonctions de la direction, le manque de reconnaissance qui revient aussi. Là, je le vois plusieurs fois. Les sursollicitations, donc on parlait des interruptions, hein, les sursollicitations, c'est aussi les glissements de tâches, vous le nommez aussi. Euh, Communication, délai, manque de reconnaissance, consignes contradictoires, les Il y a arrêts. le Oui. harcèlement aussi que je vois plusieurs Mm. fois. Ouais, tout à fait. On a le harcèlement, on a la question du stress et donc j'imagine voilà aussi des violences internes externes. On va en parler juste après. Oui, tout à fait. Super. Je continue de balayer un petit peu, hein, je regarde. Mais on a balayé voilà, pas mal de choses déjà dans ce qu'on vient de vous nommer avec Fleur. Ça aussi, les captures, je vous les intégrerai peut-être au support comme ça. Ah, vous n'avez plus le son. J'ai entendu Euh, quelqu'un. moi, je vous entends toujours. Ouais. Karine, du coup, je vous laisse nous redire peut-être Si ça persiste, si ça Karine persiste. Canoine, vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter du webinaire. Je vais arrêter le partage. On va passer. Enfin, je suis même pas obligée d'arrêter le partage. Je pense qu'on va passer à la prochaine question, même si je vois que vous continuez de contribuer. Donc, merci beaucoup.
Voilà, donc voilà, des questions sur la surcharge, sur l'ambiance, sur la pression, sur le management, sur les changements aussi organisationnels. Là, on a vraiment un noyau de contraintes qui vient se former. Question de la reconnaissance, du temps, des délais. La question suivante que je vais vous poser, c'est de pouvoir identifier en face qu'est-ce qu'on a comme ressources pour faire face à ces contraintes, pour maintenir ou améliorer notre santé mentale. Donc là, même principe, je vous laisse proposer quelques... Oh, c'est rigolo. Je découvre même... Ah, oui, je pense que c'est... Voilà, c'est bon, pardon. Que j'avais un autre affichage. Le sport qui arrive vraiment en tête pour tout le monde sur les manières de maintenir, d'améliorer sa santé mentale. Famille, la sophrologie, le collectif de travail, le médecin du travail. Dire non, j'ai vu. Comment? Dire non. Dire non, ouais, tout à fait. Je vois aussi les réunions ou les espaces d'échange, hein, ça c'est quelque chose d'important, on reviendra dessus après, pour tout ce qui va concerner finalement les ressources qu'on peut mobiliser directement dans le travail, parce que il y a cette question des ressources individuelles, mais rappelez-vous, voilà, la question des ressources, c'est pas que au niveau individuel, hein, on est sur plusieurs niveaux, individuels, organisationnels, sociétaux aussi, hein, c'est comment on peut avoir accès à des ressources qui viennent nous permettre de faire face aux contraintes qu'on peut connaître dans le travail. La cohésion, je vois, le fait de déconnecter, la relaxation, les collègues. Le sport arrive vraiment très en tête. Prendre du recul, ouais. Poser des limites, la transparence aussi. Les formations, informations sur la santé mentale, ou de l'information, comme on fait aujourd'hui, j'imagine. Je crois avoir vu les premiers cours en santé mentale, mais je suis pas sûre. Je l'ai vu, mais il est reparti aussi vite. Mais voilà, on a un noyau finalement de réponses à la fois sur des ressources plus individuelles, donc le fait de mobiliser le sport, la sophrologie, les liens sociaux avec la famille, le collectif de travail, l'accès à des professionnels. On a les psychologues qui sont identifiés, le médecin du travail aussi. Mm, mm. Super. Bon, en tout cas, voilà, beaucoup de ressources que vous avez pu aussi identifier sur ce sujet. Je vais poursuivre la présentation, si ça vous convient. Et pareil, sur ce nuage de mots, on mettra aussi les éléments dans le diapo. Hop. Donc les ressources et contraintes, on les a vues. J'avais mis un certain nombre aussi d'exemples, hein. Vous les avez, je pense, en grande partie nommés sur les contraintes, le manque de temps et de moyens pour bien faire le travail. Les instructions contradictoires, vous les aviez identifiées. Tout ce qui va concerner aussi des objectifs irréalistes, flous ou jugés absurdes, les conflits de valeurs, le fait de devoir cacher ses émotions au travail, ça c'est coûteux aussi. Le fait d'avoir peu de marge de manœuvre, ne pas participer à la prise de décision sur son travail, les questions des restructurations et des changements organisationnels. Donc ça, c'est toutes des contraintes qui vont venir euh, déséquilibrer cette balance, cet équilibre de santé mentale individuelle qu'on va avoir, et pour lesquelles on peut ou non, finalement, et c'est là où on va pouvoir, on va entrer en difficulté, c'est quand on ne va pas pouvoir mobiliser certaines ressources,
l'autonomie, les marges de manœuvre, la reconnaissance du travail réel, c'est-à-dire à la fois de l'effort, de l'intelligence mobilisée, des possibilités d'arbitrage et d'ajustement sur son propre travail, la reconnaissance symbolique, donc l'utilité, le statut, et la question des collectifs de travail, donc l'entraide, la coopération, la possibilité de débattre sur le travail, de pouvoir résoudre les problèmes collectivement et transformer l'activité, construire des règles communes de métier basées sur ce travail réel. Voilà, ça c'est un certain nombre d'exemples que vous aviez en grande partie identifiés, mais que je vous ai mis en complément. Donc on voit que cet enjeu de santé mentale, il est vraiment très connecté à la question de la prévention primaire et à la prévention des risques, notamment des risques psychosociaux, et à l'amélioration des conditions de travail. Pour améliorer la santé mentale, il faut pouvoir agir aussi sur les conditions de travail. Je vous ai remis pour rappel, voilà, les 6 facteurs de risques psychosociaux. Donc, on en a parlé, hein, finalement, on les a appelés contraintes, mais c'est des facteurs de risque. Intensité et temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, les relations dégradées, les conflits de valeurs et l'insécurité de l'emploi. Tous ces facteurs ont des effets qu'on appelle les risques psychosociaux, qui sont à la fois le stress, mais aussi les violences internes et externes. Donc, quand on va parler de violences internes, c'est au sein des organisations de travail. Et quand on va parler externe, c'est plutôt à l'extérieur, donc avec les clients, les usagers, les patients, les fournisseurs, les personnes avec lesquelles on travaille au quotidien, mais qui ne font pas partie du collectif de travail. Merci Michel, je vois que vous avez noté aussi une ressource. Donc, ces risques psychosociaux ont des effets à la fois sur la santé mentale, on l'a vu, mais aussi sur la santé physique, aussi sur les conduites addictives, par exemple. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir agir le plus possible en prévention. Pour agir sur la santé mentale, on remonte finalement le process sur la partie des conditions de travail. Je martèle un petit peu cet élément, mais vous l'avez compris, voilà, la santé mentale ne repose pas que sur les individus, mais vraiment sur la façon dont le travail est organisé. Ce qui fait, pardon, c'est vraiment une préoccupation collective et organisationnelle. Et ça mobilise donc tous les acteurs de la structure, direction, cadrement, salariés, ressources humaines, instances représentatives du personnel. Donc ça, c'est les acteurs internes, mais on a aussi des acteurs externes ou avec lesquels vous travaillez qui peuvent vous accompagner, notamment sur cette partie d'identification et de prévention des risques, en grande partie des risques psychosociaux. Donc, votre service de prévention et de santé au travail, donc médecine du travail, avec toute l'équipe pluridisciplinaire aussi qui existe et qui collabore avec le médecin du travail. Le centre de gestion également qui renforce ses compétences sur ces questions de santé mentale. Peut-être plusieurs d'entre vous sont présents aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à compléter mes propos. La partie assurance maladie ou CARSAT qui vient à la fois proposer des aides et des programmes pour identifier les risques professionnels, mais aussi mettre en place des actions finalement et les suivre dans le temps sur la question des risques psychosociaux. Et bien sûr, l'ANAC, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est organisée avec des ARACT, donc des agences régionales. Donc vous avez une agence régionale dans chaque région de France qui peut vous aider sur cette partie d'amélioration des conditions de travail dans des configurations paritaires et collectives. J'en ai fini pour cette première partie de voilà, comprendre ce qu'on entend par santé mentale, quel lien avec le travail. Maintenant, je vous propose peut-être qu'on rentre un peu plutôt dans les questions de comment on repère les signaux faibles, comment on repère une personne qui peut être en difficulté, en situation de mal-être, et comment on agit à son niveau finalement. Chacun en fonction de son positionnement dans le travail. On retourne sur Bootcamp, si ça vous convient. Avec une prochaine question qui va être de qu'est-ce qui peut vous faire dire qu'une personne est en situation de mal-être? Quels signes vous alertent?
Et normalement, je vous ai mis voilà, cette prochaine question. Donc, n'hésitez pas à rafraîchir la page si elle ne s'affiche pas encore. Et ça, c'est pas mieux. Donc, on voit l'isolement qui revient dans vos réponses assez massivement. La question de l'absentéisme, les changements de comportement, la tristesse, les pleurs, l'absence. Avec l'absence, Est-ce que vous pouvez nous partager le Ah, nuage pardon. de moins si se forme? je croyais que c'était Oui. fait. Excusez-moi. Hop là. Le voilà. C'est bon? Parfait. Donc voilà, je disais l'isolement qui revient massivement, les absences, la démotivation, l'énervement, les comportements inhabituels. C'est intéressant aussi de pouvoir le nommer comme ça. Les changements d'habitude, ouais. L'humeur changeante. Je vois aussi des questions sur le sommeil, sur l'alimentation, la perte d'appétit. L'agressivité qui revient aussi, l'irritabilité, les retards fréquents, la fatigue chronique. Être en retrait dans les conversations, dans les missions, je vois aussi. Ok, donc je vous laisse continuer si vous souhaitez à participer sur cette partie-là. Mais on voit voilà, un grand, on va dire, un socle commun autour de l'isolement, de la fatigue, des changements de comportement, des pleurs ou de la tristesse, de l'agressivité, du repli sur soi et du stress. Je rechange mon partage. Je vous en avais mis également quelques exemples. Je ne sais pas si c'est suffisamment lisible parce qu'ils sont un petit peu petits. En exemple, vous les avez notés. Donc, l'isolement, la perte de lien, hein, c'est vraiment celui que vous avez identifié le plus. Plutôt au niveau, cette fois, cognitif ou fonctionnement au travail, les difficultés de concentration, la perte d'efficacité, les erreurs, les oublis, les difficultés dans les tâches quotidiennes. La question de l'humeur, donc une humeur changeante, la nervosité, l'irritabilité, l'angoisse, l'impulsivité, l'agressivité ou la tristesse. Le sentiment de se sentir visé par ce que disent les autres, ne plus pouvoir faire confiance à ses proches, c'est aussi un signe qui peut alerter. La mauvaise estime de soi, la dépréciation constante. Perte de motivation ou enthousiasme dans des activités qui jusqu'ici étaient plaisantes. Pardon. Je ne crois pas l'avoir vu, mais peut-être vous me corrigerez. Les consommations, donc consommation excessive ou inhabituelle d'alcool, de substances, de médicaments, le besoin de consommer pour tenir le coup. Ça, c'est assez important et ça me fait revenir aussi sur cette question du sport. Le sport peut être à la fois une ressource, mais ça peut être aussi une manière de tenir le coup. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. La question de la santé mentale, c'est pas uniquement l'image de la dépression au sens le ralentissement d'activité, l'isolement. On peut être aussi dans
dans des comportements de ce qu'on va appeler d'activisme, donc de suractivité, hein, finalement, puisque le fait de s'arrêter, de ralentir serait trop coûteux psychiquement et pourrait mettre à mal l'individu. Donc, on a des manières de tenir le coup en s'auto-accélérant, en faisant toujours plus, hein, que ce soit sur le versant professionnel ou personnel. Ça, c'est des choses aussi à garder en tête comme des points d'alerte possiblement. Le sommeil perturbé, les changements dans le comportement alimentaire. Ça peut être aussi les maux physiques, hein, des maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires, des palpitations qui reviennent, la prise de risque et bien sûr les idées noires, les pensées suicidaires. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. Une première, comment identifier chez une personne qu'on ne connaît pas et qui tente de masquer ce mal-être? Ça, c'est, on va y revenir juste après. Je vais vous proposer des outils ou en tout cas des propositions pour venir questionner ces signaux, hein, puisque, comme on le dit, chacun a ses propres stratégies pour tenir le coup, pour faire face, pour parfois cacher aussi euh, le mal-être, parce que c'est pas quelque chose dont on parle facilement encore, même si il y a de gros progrès qui ont été faits sur l'image, sur la déstigmatisation de la santé mentale. Ça reste des sujets qui sont encore parfois tabous. Est-ce que le sport peut être considéré comme une addiction? Oui, pas toujours, mais en tout cas, ça peut en tout cas faire partie de comportements addictifs, évidemment. Bien sûr, là encore, je ne peux pas répondre de manière tranchée, ça va dépendre un petit peu de quoi on parle. Le travail aussi, bien sûr. Euh, donc sur ces signaux d'alerte, on voit qu'on en a pas mal, on en a plein. La boussole, vous l'avez vraiment identifié, et ça, je trouve ça vraiment chouette, c'est la partie du changement de comportement. En fait, c'est les changements qui nous alertent. Et c'est le cas quand on connaît de mieux en mieux les personnes, finalement, c'est en quoi cette personne va avoir des changements plus ou moins brutaux ou rapides, ou plus ou moins aussi progressifs, hein. On n'est pas... Et c'est pour ça que la question de la durée et de l'intensité sont des faisceaux à avoir en tête un petit peu. Une personne, par exemple, qui est stressée avant une deadline, ça arrive, c'est normal, c'est des choses qui sont, on va dire, courantes dans le milieu du travail. Par contre, une personne qui est stressée pendant plusieurs mois, ça, c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. Donc la durée, c'est aussi une évaluation de la problématique. L'intensité, c'est aussi, est-ce que c'est un changement brutal, massif? Est-ce qu'on est sur quelque chose de progressif, mais qui se délite assez fortement? Donc, c'est des choses à avoir en tête, à la fois pour vous, vos propres fonctionnements, et pour votre entourage personnel ou professionnel. Donc, on a deux leviers là-dessus sur les signaux d'alerte. Le premier levier, c'est d'apprendre à mieux se connaître, donc être attentif, repérer les signes qui reviennent quand on ne va pas bien, quand on est en difficulté. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent stressé, quand on se sent débordé? Et apprendre à reconnaître les choses qui nous font du bien, qui peuvent nous aider à nous sentir mieux. Donc, encore une fois, dans cet objectif de rééquilibrer notre balance entre les contraintes auxquelles on fait face et les ressources qu'on a à disposition, ressources internes ou ressources externes. Le deuxième levier, bien évidemment, c'est de pouvoir en échanger, en parler et solliciter de l'aide. Donc, c'est de pouvoir en parler à son entourage, les proches, les collègues, managers, représentants du personnel, associations. Je vous ai mis 3 petits points parce que c'est bien sûr une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est aussi de pouvoir en parler à des professionnels. Le médecin traitant, le médecin du travail, psychologue, centre médico-psychologique, c'est des exemples également. Je ne sais pas si vous connaissez le site d'information Psycom, qui est un très bon site, en tout cas d'information et de sensibilisation sur les questions de santé mentale, pour trouver plein d'outils ludiques pour agir sur la déstigmatisation, des ressources sur les acteurs et dispositifs également. Et on a Aude Caria, qui est donc directrice du Psycom, qui nous disait dans une conférence, mais je trouvais ça plutôt intéressant de le remettre, c'est qu'il ne s'agit pas de se transformer en psy, c'est un métier, mais juste de ne plus avoir peur de voir et d'entendre des gens qui ne vont pas bien. Nous pouvons toutes et toutes prendre soin les uns des autres, en tant qu'amis, parents, bien sûr, mais aussi voisines, collègues, DRH, patrons, élus locaux, enseignantes, journalistes, etc. Que sais-je. Donc c'est souvent un petit peu le frein, c'est qu'on hésite à agir par peur aussi de mal faire. Mais ne rien faire, c'est aussi laisser la situation évoluer seule. Et on le voyait, l'un des principaux signaux d'alerte ou d'un des principaux risques liés à la santé mentale, c'est la question de l'isolement. Donc pour agir à son niveau, qu'est-ce qu'on peut faire?
Est-ce que vous connaissez donc les gestes de premier secours, peut-être la formation de sauveteur secouriste en ce qui concerne les risques, enfin la santé physique? Il faut savoir que ça existe également, ça a été décliné sur la partie de la santé mentale. Donc les premiers secours en santé mentale, ils sont donnés jusqu'à ce qu'une aide professionnelle puisse être apportée ou jusqu'à ce que la crise soit résolue. Ils sont l'équivalent donc pour la santé mentale de ce que les gestes de premier secours apportent une aide physique à une personne en difficulté. Je vais vous dire donc 2 mots sur ces premiers secours en santé mentale. Qu'est-ce qu'ils permettent de faire et quel est le contenu de cette formation? L'idée, c'est d'intervenir le plus précocement possible, puisqu'on sait, voilà, les recherches ont- ont permis de contribuer sur et de valider, on va dire, cette idée. C'est que plus on intervient précocement sur des questions de santé mentale, plus le rétablissement peut être facile. Donc, le but, c'est d'éviter que le problème s'aggrave et de réduire les conséquences le plus en amont possible. Et cette formation, elle a un intérêt puisque on a encore, voilà, je vous le disais, beaucoup de freins à parler des questions de santé mentale, à demander de l'aide. Et PSSM, donc Premier Secours Santé Mentale, c'est vraiment une formation qui vient aider à lever ces freins, à mieux connaître la question de santé mentale, mais surtout à mieux en parler, à être plus à l'aise, à entrer dans la relation. Cette formation, elle s'adresse à qui? À toute personne adulte qui souhaite venir en aide à d'autres adultes montrant des signes de difficultés psychiques. Donc, on a une formation qui n'est pas spécialisée sur le monde du travail. Elle peut s'appliquer, bien sûr, dans l'environnement de travail, mais elle n'est pas spécialisée sur le travail. C'est une formation citoyenne. Et il n'y a pas de prérequis. On n'a pas besoin de connaître des choses en psychologie, en psychiatrie, que sais-je. Donc voilà, pas de prérequis, c'est une formation citoyenne. Vraiment, vous pouvez faire le parallèle avec les premiers secours physiques. C'est vraiment la même idée. Ça dure 2 jours, qui peuvent être 2 jours consécutifs ou en demi-journée, selon comment vous souhaitez l'organiser, avec différents objectifs. Donc là, je vous les ai remis. Avoir des connaissances de base sur les troubles en santé mentale. C'est bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas se transformer en spécialiste ou en psychiatre, mais c'est de pouvoir comprendre de quoi on parle finalement quand on met des mots là-dessus. Mieux repérer et agir en cas de crise, développer des compétences relationnelles pour entrer en contact et maintenir le lien, donc écouter sans jugement, rassurer, fournir de l'information adaptée. Là-dessus aussi, il y a pas mal de contenus qui sont apportés pendant la formation sur les ressources disponibles. Adopter une posture sécurisante pour soi et pour les autres. Au niveau du programme, donc, on voit à la fois qu'est-ce que la santé mentale de manière un peu plus détaillée que ce qu'on a pu le faire ce matin, les interventions efficaces, de quoi on parle quand on parle de premier secours, le cadre et le plan d'action, hein, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir un plan d'action assez opérationnel en tête pour pouvoir aider les personnes avant cette prise de relais possible. La connaissance des principaux troubles psychiques, donc signes et symptômes, hein, on va revenir un petit peu comme on l'a fait là sur les principaux signes, sur la question de la dépression, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, les troubles liés à l'usage des substances, des interventions efficaces et les acteurs relais, ainsi que s'exercer sur le plan d'action en premier secours sur ces différents troubles. Et enfin, voilà, un focus à chaque fois sur premier secours en cas de crise, avec les exemples, une crise de panique, choc post-traumatique, crise suicidaire, crise liée à l'usage de substances, crise d'agressivité. L'intérêt, c'est vraiment, voilà, à la fois ce plan d'action qui vous permet d'avoir des repères clairs des conditions nécessaires, on va dire, pour pouvoir entrer en contact et favoriser un cadre, on va dire, de confiance pour parler de la question de la santé mentale, des mises en situation et des outils concrets, et une approche scientifique qui est reconnue, puisque c'est un programme qui a débuté en Australie, mais qui est maintenant diffusé à travers de nombreux pays dans le monde, et avec des études qui ont permis de montrer, voilà, des effets constatés à la fois sur une meilleure connaissance de la santé mentale. Ça permet aussi de mieux réagir face à une personne en difficulté et de réduire largement la stigmatisation aussi sur la santé mentale. Voilà. Ce qui change, c'est la confiance pour aller vers l'autre. Ça, c'est vraiment assez important. Comment on entre plus facilement en relation. Et notamment dans les cas où, vous le disiez, je crois, dans le chat tout à l'heure, comment on fait quand une personne ne veut pas en parler ou cache les choses. Donc, c'est vraiment questionner cette question des freins. Pourquoi elle le fait? Comment on peut venir l'aider? Quelle position on peut prendre pour venir lever ces différents freins? Ils peuvent être de différentes natures et c'est important de les comprendre. On vous a remis dans le diaporama
le lien vers les sessions de formation. Donc, c'est le site de PSSM France. Vous pouvez cliquer directement dans le diaporama sur le lien et vous avez l'identification de toutes les sessions qui sont ouvertes et organisées pour le grand public. Et vous pouvez aussi avoir un annuaire de formatrices et de formateurs que vous pouvez mobiliser pour des formations intra. Si vous ne trouvez pas de sessions qui peuvent vous correspondre dans les mois qui viennent, vous pouvez aussi contacter des formateurs qui très régulièrement organisent des sessions en plus. Il faut savoir aussi qu'il existe une version PSSM jeune, donc premier secours santé mentale pour les jeunes, qui est conçue à destination des adultes qui souhaitent venir en aide aux jeunes, donc avec des contenus plus spécialisés sur les enjeux de santé mentale de cette période de vie. Voilà, donc c'est un deuxième module complémentaire qui peut être intéressant selon vos contextes de travail. Je vous ai remis aussi, en cas d'urgence, en situation donc, de danger grave, immédiat, les numéros d'appel qui peuvent exister, donc le SAMU, les pompiers, la police ou la gendarmerie, les numéros aussi, en tout cas pour les personnes qui pourraient avoir du mal à parler ou à entendre, les numéros aussi sur les différents pays, enfin en tout cas de l'Union européenne, qui peuvent être contactés. Je ne reviens pas dessus spécifiquement. Donc maintenant qu'on a repéré un petit peu, voilà, on a parlé de la question de la santé mentale, de quoi on parle, repérer les premiers signes d'alerte, ou en tout cas comment on peut agir à son niveau en se formant à l'entrée en contact, à la mise en relation avec une personne qui semble avoir une difficulté de santé mentale et comment on vient maintenir le lien jusqu'à la prise, on va dire, de relais, que ce soit par d'autres types de solutions professionnelles ou non, et que la personne, en tout cas, puisse identifier aussi une amélioration de son état. Là, il y a la question de l'orientation et de l'accompagnement. Donc là, on va être un petit peu à cheval entre la question de la santé mentale et la question des troubles psychiques. On le voyait, hein, finalement, on est sur deux axes de travail, mais qui ne sont pas complètement hermétiques l'un avec l'autre. La question de la santé mentale et de l'accompagnement des personnes qui ont une difficulté de santé mentale, c'est des situations souvent complexes. Je vous mets quelques exemples. Des agents, par exemple, qui tiennent, mais où la situation se dégrade lentement. Des agents en difficulté et qui refusent de mobiliser de l'aide. Vous en avez parlé. Des encadrants qui peinent à assurer leur rôle de soutien parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté, hein. On parlait des risques psychosociaux tout à l'heure. Les rôles d'encadrement sont notamment pris entre des injonctions contradictoires assez quotidiennement et peut mettre à mal aussi la santé mentale des encadrants. Des situations où tout le monde voit que quelque chose ne va pas bien, mais où rien ne se passe finalement, pour différentes raisons. On le verra ensuite. Et des services qui peuvent être en tension entre maintien en poste et protection de l'agent. Et enfin, voilà, quand on parle de santé mentale, on est souvent sur des problématiques qui sont invisibles ou invisibilisées à la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc ça va poser plein de questions et plein de freins finalement aussi à pouvoir prendre en charge, prendre en compte ces questions de santé mentale. Qu'est-ce qui freine et comment débloquer ou gérer ces situations? Qu'est-ce qui freine? Alors, je ne sais pas si vous avez en tête des exemples. Si oui, vous n'hésitez pas à les mettre aussi dans le chat. Je n'ai pas prévu de vous clap sur cette nouvelle question. Et on peut avoir des freins à plusieurs niveaux. Des freins individuellement, c'est la question du déni, le fait que ça va passer. Ça va être aussi la peur de la stigmatisation, des craintes sur le regard des autres, sur la carrière également. Il faut bien se rendre compte que c'est souvent plus difficile de demander de l'aide que de tenir par différents moyens pour la personne. Donc ça, c'est quelque chose c'est des freins qui sont individuels, mais on a des freins au niveau encadrement et organisation. Pour l'encadrement, ça peut être par exemple le sentiment de ne pas être légitime. On dit, voilà, on n'est pas psychologue, on n'est pas spécialisé sur ces questions, peur de mal faire. Et cette question de la tension entre performance et protection. Sur l'organisation de travail, c'est aussi le flou dans les rôles, le manque de coordination,
l'absence de procédure pour prendre en compte ces situations, qui sont bien souvent tout aussi uniques que les situations qu'on rencontre. La peur du jugement, oui, que vous mettez également, effectivement, qui est un des principaux freins. Ouais, l'accès aussi aux professionnels, hein, je ne sais pas si Nadine, c'est de ça dont vous parlez, pas toujours facile de consulter la médecine du travail. Il y a 2 niveaux là-dessus. Il y a l'accès finalement aux ressources, la disponibilité, la réactivité qu'on peut avoir, et des freins plutôt d'ordre psychologique, la peur, la crainte d'aller parler de ces problématiques, de ces difficultés de santé mentale à la médecine du travail, mais aussi à d'autres acteurs. Manque d'implication de la direction, effectivement. Donc là, c'est plutôt sur des freins organisationnels. On avait une question de Nadine qui demandait si les personnes formées au premier secours en santé mentale peuvent être... est-ce que les circonscriptions ont-elles la possibilité de faire appel aux personnes formées au premier secours en santé mentale? Et donc, en fait, je pense que la formation au premier secours en santé mentale, c'est pour les personnes qui le souhaitent dans chaque structure. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est que c'est pas un réseau qu'on peut venir mobiliser pour dire bah, venez voir, venez faire un diagnostic sur les questions de santé mentale. On est vraiment sur une formation citoyenne, au même type que les premiers secours de santé physique. La question c'est et pas sauveteur secouriste, là c'est vraiment, pardon, je parle de la formation citoyenne pour les uns les autres, comment on vient être formé dans plein de situations qui sont professionnelles ou non professionnelles. Là, c'est l'idée de former le plus de personnes possible dans les collectifs de travail pour venir identifier les signes de difficultés en matière de santé mentale et de pouvoir faire le relais vers des acteurs qui, eux, pour le coup, peuvent intervenir en cas de difficulté avérée. Je ne sais pas si ça répond à Oui. la question. Ouais. Voilà, je vois que ça continue. Donc, le manque d'implication, la peur de l'inaptitude, tout à fait. Ouais, ouais, on peut faire appel, bien sûr, à un psychologue du travail, vous le notez. Est-ce que je peux répéter ce que je disais? Je disais voilà, que les premiers secours en santé mentale, pardon, c'était plutôt une formation citoyenne. Le but, c'est de former le plus de personnes possible et en proximité pour qu'on puisse tous et toutes être alertes sur ces signaux faibles et sur comment on aborde la question avec quelqu'un et comment on peut permettre des prises de relais, que ce soit auprès de professionnels ou même aussi beaucoup de questions d'auto-aide, hein, c'est-à-dire que la personne en elle-même, hein, elle a plein de ressources et elle peut mobiliser aussi des ressources de son côté. Voilà, donc toute la tension en fait finalement entre la prise en compte de la dimension individuelle et la dimension organisationnelle, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que les deux sont totalement liés et on va le voir tout au long de la présentation. Et on ne peut pas faire l'économie d'une seule de ces deux parties, que ce soit de la prise en compte et de la prise en charge de l'individu et de la question de l'organisation du travail et de son adaptation également. Est-ce que cette formation peut être prise en charge par l'employeur? Est-ce que une formation de direction? Alors, la prise en charge, ça, je peux pas vous le dire. Pour le coup, ça va dépendre un petit peu de votre contexte de structure. Donc là, le mieux, c'est en fait de prendre contact avec un organisme ou un formateur, formatrice PSSM qui pourra aussi vous renseigner sur les possibilités de prise en charge. Et est-ce que ça peut faire partie d'une formation de directeur? Oui, tout à fait. Cette formation, pour moi, elle peut aller dans vraiment partout. Partout, partout. Oui, certains employeurs prennent en charge la formation. Tout dépend de la politique de formation en interne, mais en tout cas, vous pouvez toujours en faire la demande et que ce soit inscrit au plan de formation. Je vais poursuivre du coup sur cette partie. Donc, on voit voilà, des situations souvent complexes avec des freins qui sont nombreux et qui demandent finalement de la coordination. C'est-à-dire que les situations et les configurations d'établissements dans lesquels vous êtes sont très variées. Les situations de santé mentale sont elles aussi très diverses. Ce que ça va générer, quelles solutions peuvent être proposées, ça, il n'y a pas de réponse clé en main sur qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a une question de santé mentale de manière
unique. Par contre, il y a un enjeu qui est essentiel et qui là est transversal, c'est la coordination. Se coordonner, c'est important. Et pourquoi? Pour permettre de clarifier la posture, les rôles. Finalement, on voit qu'un des freins, c'est aussi qui fait quoi? Quand intervenir? Jusqu'où aller? C'est cette posture, finalement, on n'est pas psychologue, mais on ne doit pas être spectateur non plus. C'est un équilibre entre ne pas se substituer et faire à la place de la personne, mais ne pas non plus ignorer ou laisser une situation se dégrader. L'idée, c'est d'être vraiment en relais, d'ouvrir des portes et ne pas laisser, enfin, en tout cas, ne pas non plus tenir des situations à bout de bras. L'idée, c'est vraiment de travailler en collectif là-dessus. Besoin de solutions donc coordonnées et de temps, puisque, pour rappel, donc les démarches et les processus psychiques, puisqu'on parle de santé mentale, c'est des choses qui prennent parfois du temps. Il y a beaucoup de freins et la temporalité, elle est souvent longue. Les parcours sont parfois pas linéaires. Donc chacun a un rôle à jouer et c'est cet aspect de coordination qui vient être essentiel pour proposer des solutions. Au-delà d'une lecture donc individuelle des situations, l'important c'est de pouvoir structurer votre approche. Identifier quelles sont les parties prenantes dans la structure, donc vos parties prenantes internes et externes, et échanger entre vous. Dans les structures où ça va fonctionner plus facilement, c'est pas forcément qu'il y a plus d'acteurs autour de la table. C'est plutôt qu'ils se parlent et qu'ils se coordonnent. Être accompagné, par exemple, par 3 acteurs qui ne se parlent pas, c'est pas du tout la même chose que d'être accompagné par 3 acteurs qui ont formé une cellule d'accompagnement de proximité. Donc, pour identifier vos acteurs, vous pouvez vous appuyer sur des exemples concrets, hein, que vous avez connus par le passé. Comment vous avez géré ça? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a été difficile? Est-ce qu'il y a manqué des acteurs ressources autour de la table? Et donc ensuite, aller plus finement sur qui repère les situations. Donc là, on en a parlé, hein, de la partie de repérage. C'est finalement l'objectif, c'est que tout un chacun puisse être alerte à ces sujets, formé, sensibilisé, que ce soit dans le collectif de travail ou dans le management de proximité, qui écoute, recueille la parole, les informations, qui et comment finalement. On a aussi toutes ces questions sous-jacentes, et là pour le coup la formation PSSM est un vrai outil pour avoir plus de billes sur comment on écoute, comment on recueille la parole, comment on crée un cadre sécurisant, comment on permet aussi de la coordination et de l'échange sur ces discussions, sur ces sujets, en lien bien sûr toujours avec la personne, qui évalue la situation, qui fait le relais aussi et mobilise d'autres acteurs, d'autres parties prenantes quand c'est nécessaire, qui décide, et là qui décide, ça ne veut pas dire forcément une personne, hein, dans ce genre de situation, mais plutôt quels espaces, quelles instances, et surtout ne pas oublier dans ce processus la personne qui est concernée et qui accompagne. Donc là, on a voilà, plusieurs éléments à venir réfléchir quand on va parler de l'orientation et de l'accompagnement sur des situations de difficultés de santé mentale. Selon la configuration de la structure, ça peut être d'identifier un temps ou un espace dédié à cette coordination, à la discussion et à l'analyse de situations complexes. Vous les avez probablement peut-être déjà mis en place sur le maintien en emploi, par exemple. Il est difficile, du coup, pour moi, de vous proposer vraiment une cartographie des acteurs qui serait universelle et pertinente, finalement, sur cette question de la santé mentale. Ce que je vous propose, c'est plutôt de vous créer vous-même vos propres outils sur cette cartographie des acteurs en identifiant qui intervient, à quel moment et à quel niveau. Pourquoi faire, finalement. Et on a plusieurs moments clés qu'on peut réfléchir. Cette question de la prévention ou des signaux faibles, la question de la dégradation de la situation, quand ça se dégrade, qui intervient, comment, pourquoi faire. Le sujet de l'arrêt de travail aussi, qui continue à garder du lien, comment la personne peut avoir aussi des ressources pendant son arrêt de travail, la reprise du travail ou le maintien en emploi, qui est également un moment clé, hein, que ce soit pour la question de la santé mentale, mais plus globalement des questions de santé, et éventuellement la question du reclassement. On a là donc un certain nombre d'acteurs internes, bien sûr, qui peuvent être mobilisés, donc direction, ressources humaines, managers, représentants du personnel, le salarié ou les salariés concernés, les collectifs de travail, les référents handicap ou santé-sécurité, bien sûr, au travail, des personnes formées au PSSM, hein, qui vont venir intervenir vraiment dans l'intervention précoce, le comité médical,
Donc ça, c'est les acteurs internes, mais ils ne sont pas seuls finalement. On a aussi, par exemple, pour la fonction publique territoriale, le centre de gestion avec des compétences, je vous le disais, qui se renforcent en matière de santé mentale. N'hésitez pas, voilà, dans le chat à pouvoir aussi compléter mes propos. Donc, pour les collectivités, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de ces acteurs-là. Votre service de prévention et de santé au travail, avec les médecins, mais aussi toute l'équipe pluridisciplinaire et notamment les psychologues du travail, les assistants sociaux et conseillers en prévention. Le FIPHFP, bien sûr, l'assurance maladie, la CARSAT, on l'a vu, notamment sur les aspects de prévention des risques, mais aussi finalement dans l'accompagnement des personnes ayant des troubles psychiques. La MDPH, qui là est un acteur peut-être un peu plus secondaire, vous allez parfois travailler avec, mais globalement, c'est plutôt du côté de la personne où ça va se passer. Cap Emploi, qui, bien sûr, sur les questions de maintien en emploi, a également des possibilités d'accompagnement. Les réseaux d'intervenants pairs ou de pairs aidants, là, c'est la question de finalement de structurer des personnes ressources qui ont été concernées également par les troubles psychiques, par exemple, si on parle de troubles psychiques ou de santé plus globalement. Et le dispositif, par exemple, emploi accompagné, on va en parler aussi en quelques mots juste après, pour des accompagnements durables sur les questions de santé mentale, par exemple. Je vois que que ça discute dans le chat. N'hésitez pas à m'interrompre parce que je n'arrive pas à lire en même temps. Je ne suis pas très double tâche, donc s'il y a des questions qui se posent. Mais ça anticipe sur la suite, donc c'est très bien. Très bien. Voilà, donc, pardon. Voilà, l'idée, voilà, de construire votre cartographie des acteurs, d'identifier voilà, les rôles de chacun. Ça vous permettra aussi de créer vos propres process et surtout de pouvoir communiquer ensuite dans les structures sur ces acteurs ressources, puisque on le voit sur la santé mentale, il y a encore beaucoup de freins. Donc, pouvoir multiplier les canaux et les personnes auxquelles on peut faire appel, ça permet aussi que selon les freins, les personnes se sentent plus à l'aise avec telle ou telle solution ou ressource qu'on va leur proposer. Excusez-moi, je m'arrête une seconde. Concernant les dispositifs et les aides mobilisables, ce qui est encore une fois assez délicat pour moi, c'est que les aménagements qui sont nécessaires vont dépendre vraiment de chaque situation. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand même bien souvent du registre du organisationnel. Je vous ai mis quelques exemples quand on va parler de santé mentale et d'aménagement du travail lié à la santé mentale. On a la question de la flexibilité ou l'aménagement des horaires, le recours au temps partiel, l'adaptation des modes de management ou de communication, l'organisation ou la transformation aussi des missions, du contenu du travail qui peuvent être mis en lumière. Les appuis spécifiques sont aussi un dispositif qui peuvent être mobilisés donc, pour des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi en situation de handicap psychique, de troubles du spectre autistique ou de troubles cognitifs, ou handicap mental, pardon, qui sont des expertises vraiment spécifiques, ponctuelles, mobilisées pour réaliser un diagnostic et initier un accompagnement limité dans le temps, mais sur une situation voilà, qu'on va vouloir éclaircir, mieux comprendre, peut-être qui a un degré de complexité plus important. C'est l'intervention d'un spécialiste sur un temps donné pour éclairer une situation. Voilà, ça permet souvent de sortir d'une lecture peut-être floue ou subjective de la situation, avec plusieurs modules. Mais là-dessus, voilà, je ne rentre pas dans le détail. Si vous avez des questions, on en parlera peut-être plus tard à la fin du webinaire. Donc, des modules pour analyser la situation, pour accompagner la personne dans la construction ou l'évolution de son projet professionnel. Un module sur l'analyse des capacités sur un métier ou sur une catégorie de métier. Et enfin, des préconisations ou des conseils pour des solutions de compensation, et notamment sur les compensations organisationnelles. Deuxième dispositif dont on peut parler en quelques mots, c'est l'emploi accompagné, donc qui permet aussi d'accompagner plus longtemps en fait les personnes, donc sur un accompagnement à la fois médico-social et professionnel pour sécuriser l'insertion et le maintien. C'est un accompagnement à la fois de la personne et de l'employeur,
dans le temps et qui s'ajustent aussi aux besoins finalement qui peuvent évoluer, émerger au cours de la situation. Ça peut être mobilisé, par exemple, sur un soutien régulier pour gérer certaines situations professionnelles, après après absence, réajuster les choses en fonction de l'évolution de l'état de santé. Là-dessus, ces fiches dispositifs et puis comment vous pouvez les mobiliser seront mis à disposition dans la boîte à outils que je vous présenterai juste après. Voilà, donc ce qui est intéressant de noter, c'est que là encore, on est sur une articulation entre la compensation de situations de handicap, possiblement, et l'amélioration des conditions de travail. On voit l'impact de la prévention primaire, et notamment des risques psychosociaux, de l'amélioration des conditions de travail, sur après la question de l'accompagnement et de l'adaptation du travail quand on est en difficulté en lien avec sa santé mentale. Les aménagements sont bien souvent d'ordre organisationnel, donc ils peuvent aussi bénéficier à l'amélioration des conditions de travail de toutes et tous. Là, ça a deux avantages. À la fois, tout simplement améliorer les conditions de travail de tous et tous, et deuxièmement, de réduire aussi la stigmatisation sur la question de la santé mentale, en proposant des bénéfices qui pourraient être partagés par tous. Pardon. Et donc ensuite, voilà, la question de l'articulation de dispositifs spécifiques avec des dispositifs de droit commun pour pouvoir accompagner ces situations. L'idée, c'est voilà, c'est pas forcément d'avoir la maîtrise de tous les outils dans votre cadre de travail, mais c'est plutôt de trouver les espaces, les moments et les collectifs capables de ne pas laisser quelqu'un face à ses difficultés et de savoir vers qui orienter et comment se coordonner. Comment, une fois qu'on identifie aussi, on ne lâche pas cette question, puisque c'est une question, on le disait, qui peut prendre du temps. Donc, comment on vient faire relais, partager les informations, tout en respectant aussi ce qui va être de l'ordre de la confidentialité et du partage d'informations sur la personne et avec la personne. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, pardon, à ce sujet. Est-ce que ça va jusqu'ici? J'ai l'impression. pas de retour particulier. Donc sur la dernière partie, donc voilà, on a vu un petit peu le processus. La question maintenant, ça va être de pouvoir agir dans la durée. Comment finalement on ancre ces questions dans les stratégies et les politiques de vos structures? Comment on permet de diffuser ces pratiques finalement dans les organisations? Là-dessus, quatre niveaux différents, à la fois de pouvoir accompagner les agents, donc que ce soit en prévention sur les risques psychosociaux et en cas de difficulté, de pouvoir aménager le travail. Sensibiliser les collectifs de travail, on le disait, c'est vraiment important. C'est notamment la formation PSSM, mais pas que. Ça peut être vraiment sous d'autres formats de sensibilisation. Former et outiller tous les niveaux d'encadrement. Là, on parle des managers de proximité, mais c'est vraiment toute la chaîne d'encadrement qui doit pouvoir être formée et outillée pour que finalement, oui, les situations ne se perdent pas en cours de route, pour qu'on puisse être sur de l'intervention la plus précoce possible, pour que ce soit plus facile après en cas de difficulté. Et structurer une politique organisationnelle qui soutient ces actions et qui les diffuse dans la culture de l'établissement. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est finalement d'avoir en tête aussi la nécessité de répétition et de régularité dans ces actions, puisqu'on est là, bien sûr, dans des logiques maintenant de monde du travail où les personnes changent régulièrement dans les collectifs, où les informations aussi sur la santé mentale et les dispositifs qui sont proposés se structurent et évoluent. Donc cette question de la répétition, de la régularité, c'est ça qui permet aussi de diffuser le plus possible dans la durée ces actions. Je vais laisser Fleur reprendre le flambeau et je vais arrêter ma présentation pour vous présenter Ludovic. Merci Marie, et oui, je vous laisse le temps de boire un coup et de respirer un peu. Nous allons maintenant entrer dans le concret avec un retour d'expérience. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Ludovic Dirac, qui est référent handicap de la ville de Villeneuve-d'Ascq, qui va nous partager la démarche mise en place au sein de sa collectivité
Donc collectivité qui est conventionnée avec le FIPHFP. Son intervention va s'articuler autour de plusieurs points clés. Donc la présentation du volet santé mentale intégré à la convention FIP de la ville. Il reviendra aussi sur des actions concrètement mises en œuvre, sur des freins peut-être rencontrés, mais aussi sur les résultats obtenus. Et enfin, il nous partagera quelques conseils et facteurs de réussite pour celles et ceux qui souhaitent s'engager dans une démarche similaire. Ludovic, je te laisse la parole et je te laisse réactiver ton micro aussi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Magnifique. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je vais vous présenter un peu le projet que nous avons présenté dans le cadre de notre convention FIPH à partir de 2021. Donc, c'était sur le précédent plan d'action. Ma présentation va se faire rapidement en quelques points. Donc, les origines de ce projet, un peu la mise en place, les processus qu'il a fallu mettre en place, un petit bilan très rapide et les perspectives surtout de ces actions. D'où vient ce projet? Alors déjà, Marie l'a dit plusieurs fois pendant son intervention, la frontière entre santé mentale et troubles psychiques est parfois mince, elle tient parfois juste à une durée dans le temps. Toutes les difficultés de santé mentale ne se transforment pas en troubles psychiques et inversement. Il faut savoir que notre projet, nous, il était vraiment au départ orienté vers le trouble psychique puisque mon rôle à moi, donc chargé de mission handicap et prévention des risques, c'est d'accompagner les agents en situation de handicap. Donc dans un premier temps, ce projet, il est né du constat que jusqu'à 2021, on s'était beaucoup posé la question d'aménager les postes de travail pour le handicap physique, donc les troubles moteurs, les troubles visuels, auditifs, tout ça, on savait faire, on avait une expérience, on était conventionné avec le FIP depuis 2009, donc on avait effectivement une bonne expérience de ces aménagements-là. Par contre, sur ce qui était du trouble psychique, la question restait assez taboue et je disais avec une certaine provocation, les troubles psychiques à Villeneuve-d'Ascq, il n'y en a pas. Je dis avec une provocation parce qu'évidemment, comme partout, il y avait des questions de troubles psychiques, sauf que tout ça était sous le tapis. Il y avait encore beaucoup de tabous, beaucoup de préjugés. Les gens n'osaient pas parler de leur situation, de peur, on l'a entendu ce matin, d'être stigmatisés, de peur d'éveiller plein de préjugés. Et du coup, ces questions-là étaient restées sous le tapis. Et ça a été notamment mis en avant par quelques situations emblématiques où je me suis, moi, pour parler un peu trivialement, je me suis retrouvé dans des réunions qui étaient pratiquement des conseils de discipline où on parlait de situations d'agents en disant mais cet agent-là, c'est plus possible, il pique des colères pas possibles, il corrige le travail de ses collègues, il est ingérable. Sauf que nous, derrière, on avait un faisceau d'indices qui nous disait que on n'était pas dans le cadre du savoir-être classique, mais il y avait une difficulté psychique derrière qui était alors qui n'était pas connu officiellement, mais que tout le monde suspectait. L'agent ne voulait pas en parler. Résultat, ça pouvait le mener pratiquement au disciplinaire. Et je voyais qu'on commençait à discuter disciplinaire, voire licenciement. Et à un moment, la réflexion a été, mais attendez, qu'est-ce qu'on a fait pour accompagner la situation de santé de cet agent? C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a un problème de savoir-être. Si une personne est en fauteuil roulant, on ne va pas lui demander de monter un escalier, parce que ça nous semble évident. Or, là, peut-être qu'en demandant telle ou telle chose à un agent qui semble avoir un trouble psychique, peut-être qu'on le met dans le même type de difficulté que si on demandait à un agent en fauteuil roulant de monter un escalier. La réflexion est partie de ça et du besoin simultané de construire un nouveau projet de convention avec le FIPH et d'y intégrer des nouvelles actions. Et très vite, du coup, on s'est aperçu que le volet handicap psychique serait un volet fort de notre nouvelle convention.
Alors, je le disais, aménager un poste physique, on sait le faire, on met du matériel en place, on met de l'aide humaine, etc. Comment on aménage le poste d'un agent avec un trouble psychique? La réponse évidente a été de mettre en place de l'aide humaine. Et en réfléchissant, de mettre en place, alors on l'appelle tutorat ou on l'appelle référent, l'idée derrière, c'est que l'agent en situation puisse avoir une personne référente dans son entourage professionnel proche, quelqu'un qui puisse l'accompagner, qui puisse l'écouter quand il en a besoin, qui puisse temporiser quand il en a besoin, qui puisse repérer, comme le disait Marie, les moments de crise ou les moments où ça va moins bien et qui peuvent être des signaux d'alerte, et justement de pouvoir accompagner ce collègue et lui permettre d'avoir une ressource mobilisable rapidement dans son entourage très proche. Donc cette idée de mettre en place du tutorat ou un référent s'est imposée très très vite. Et la deuxième chose qui s'est imposée juste derrière, c'est que certes, on allait proposer du tutorat et de l'accompagnement, mais ça devait pas se faire n'importe comment. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, les organisations syndicales, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est ben oui, mais vous n'allez pas, on l'espère, envoyer les agents entre guillemets au casse-pipe, sans outils, sans armes pour ce rôle. Et effectivement, c'était évident qu'on allait devoir former ces tuteurs et que tout le monde ne pourrait pas se revendiquer tuteur. Donc le deuxième point, ça a été de mettre en place un parcours de formation pour ces agents. Alors là, on s'est appuyé sur des partenaires reconnus dans le domaine, notamment le CREPSI, le Centre de ressources du handicap psychique, qui nous a proposé un stage, alors je n'ai plus l'intitulé exact, mais c'était quelque chose comme accueillir et accompagner un collègue en situation de handicap psychique. Donc, qui permettait ce stage de mieux connaître ce qu'était le handicap psychique, ses différentes facettes, balayer un peu quelques pathologies, quelques répercussions sur le professionnel, sur le personnel. Et la grande force aussi, c'était de rencontrer des personnes concernées par ces troubles qui sont venus raconter leur expérience, échanger avec les agents formés. Donc ça, c'était le premier stage. Et la deuxième formation de ce parcours, c'était les fameux premiers secours en santé mentale, qui là avaient vraiment pour but de fournir des outils pratico-pratiques aux agents pour pouvoir effectivement réagir en cas de crise, repérer des signaux faibles et tout de suite réagir quand il le fallait le plus tôt possible. Sur cette première phase, donc sur ces deux stages de formation, on a eu une dizaine d'agents formés, donc qui ont suivi ce parcours et qui ont très très vite pris un rôle de tuteur. Alors quand je dis très très vite, ce qui s'est passé, c'est pour démarrer ce projet, on s'est appuyé sur l'existant, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de situations qui étaient connues dans la collectivité, où quelque part les agents jouaient déjà ce rôle de tuteur ou de référent. On a tous, comme ça, dans nos missions, dans nos fonctions, quelques agents qu'on a repérés, dont on sait que ils font un boulot d'accompagnement, dont on sait ils ont ce rôle de vigie dans les services et qui vont venir vous voir en disant j'ai repéré que un tel, ça allait moins bien ou qu'il y avait une difficulté, etc. Donc, c'est ces agents-là sur lesquels on s'est appuyé, qu'on a décidé de former et à qui on a donné la casquette de tuteur officiel cette fois. Donc, on a officialisé un peu ce rôle qu'ils exerçaient déjà et en plus en leur donnant des outils. Donc ça, c'est le côté formation des tuteurs. Il a fallu aussi qu'on trouve des critères objectifs, c'est-à-dire que pour octroyer ce tutorat, il a fallu fixer des critères
Et comme toujours, ces critères, il a bien fallu les définir. Ils ne correspondent pas à tout le monde, mais effectivement, on a dû s'appuyer sur des choses objectives. La première de ces choses, c'était la reconnaissance de BOE, donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi, pour objectiver absolument cette nécessité d'accompagnement. On a décidé d'un commun accord avec le médecin du travail que la RQTH serait un élément indispensable. Le deuxième, c'était que on attribue ce tutorat sur avis du médecin du travail et uniquement sur avis du médecin du travail. Alors ça ne veut pas dire que nous, en tant que service santé, on ne peut pas donner un avis, mais cet avis, on le donne au médecin du travail qui, lui, ensuite va préconiser le tutorat. Et ensuite, sur l'attribution du tuteur, on demandait également l'avis du chef de service du tuteur, et pas de l'agent accompagné, mais du tuteur pour effectivement vérifier l'aptitude à l'accompagnement, l'objectivité du tuteur, etc. Donc, c'était ces 3 éléments-là qu'on a décidé, nous, de se fixer, un peu le cadre et les limites de ce dispositif. Les répercussions, alors vous allez me dire depuis tout à l'heure, je parle de troubles psychiques, et je vous ai dit en introduction que les deux, donc la santé mentale et le trouble psychique, pouvaient effectivement se rencontrer. Dans notre cas, on a, je vous l'ai dit, formé des agents, alors à l'accueil d'agents en situation de handicap psychique, mais aussi au premier secours en santé mentale. Ce qui veut dire, alors Marie en a parlé, cette formation, c'est une formation citoyenne qui au départ n'est pas en lien avec le handicap psychique, mais avec la santé mentale. Et donc on s'est retrouvé avec une dizaine d'agents formés à ces premiers secours. Et quand on est revenu vers eux, je pense que c'était 7 ou 8 mois après ces formations, on a fait un petit sondage et on s'est aperçu que 100% des agents formés, donc ils étaient une dizaine, étaient intervenus dans les services en qualité de secouristes en santé mentale. Ce qui veut dire que au-delà de leur fonction de tuteur, ces agents avaient été repérés comme ressources en termes de santé mentale, et ils avaient tous été amenés à intervenir, alors ou pour un collègue, ou d'ailleurs dans leur vie personnelle, certains les deux, certains ou que professionnels ou que personnels, mais en tout cas ils avaient tous eu l'occasion d'intervenir en tant que secouristes. Et ce qui est du coup apparu très rapidement aussi, c'est qu'on avait besoin d'un espace de communication pour ces référents, pour qu'ils puissent aussi s'exprimer, échanger sur leurs ressentis, échanger sur les expériences vécues. Parfois aussi, il faut bien le dire, poser leur sac aussi et pouvoir s'alléger un peu de situations qui avaient été un peu difficiles pour eux. Et donc, on a créé le réseau. Alors, on a cherché comment l'appeler au départ. Est-ce que c'était un réseau de tuteurs? Pas vraiment, puisqu'il y avait là des tuteurs, mais il y avait là aussi des agents qui étaient intervenus simplement en secouristes. Le réseau des secouristes, on trouvait que c'était là aussi un peu réducteur. Donc, on l'a appelé le réseau des référents en santé mentale. Et le but de ce réseau, c'est de faire de la prévention, de diffuser les bonnes pratiques, d'échanger entre les référents, et aussi de proposer des nouvelles actions de prévention, de formation, de sensibilisation, etc. Donc on voit que cette action, alors comme souvent en matière de handicap, une action en faveur du handicap et d'un trouble psychique, par exemple, peut avoir un effet tache d'huile, si je puis dire, sur la population globale, et faire que, au départ, un projet sur le trouble psychique devient plus large et concerne un peu tous les agents en devenant un projet sur la santé mentale. Pour vous faire un peu alors un bilan très très rapide, qui est plus qualitatif que chiffré,
En gros, sur la période 2021-2024, on a eu 8 agents qui ont bénéficié de ce dispositif et donc qui ont pu bénéficier d'un tutorat. Je vous l'ai dit, on a une dizaine d'agents qui sont intervenus en tant que secouristes en santé mentale, mais sur ces 8 agents qui ont été accompagnés, on a tout de même une grande majorité pour qui ça a été très très bénéfique, puisque je vous le disais en présentation, ce rôle de tuteur nous a permis, nous, services santé, médecine du travail, etc., de réagir très vite dès qu'il y avait un petit problème. Alors, le tuteur, ça peut être aussi simple que, tiens, j'ai remarqué, mon agent que j'accompagne, là, ça fait quelques semaines. Avant, elle était toujours bien maquillée, bien habillée. Là, je remarque qu'elle se maquille plus, il y a un peu plus de laisser-aller, etc. J'ai l'impression qu'on est sur une période de moins bien. Ça peut être des choses aussi simples que ça, hein. Ça peut être aussi intervenir parfois pour pacifier, entre guillemets, des situations un peu tendues entre collègues, réexpliquer des choses à l'équipe, etc. Donc, on a quand même sur les 8 situations, une grosse majorité, je pense 6 personnes pour qui ça s'est très bien passé, ça a été bénéfique, ça a donné lieu à, alors pour 4 d'entre elles, à un accompagnement plus abouti encore, en mettant en œuvre le fameux emploi accompagné qu'on a évoqué tout à l'heure. Et là, quand l'emploi accompagné est mis en place, l'agent bénéficie d'un accompagnement d'un conseiller de ce dispositif. Et là, du coup, le tuteur devient plutôt un relais, un facilitateur, quelqu'un qui va devenir l'interlocuteur privilégié du dispositif emploi accompagné. Mais là aussi, il a toute sa place, hein, puisqu'il devient une espèce de cheville ouvrière de l'accompagnement de cet agent. Je vous l'ai dit, ça n'a pas été bénéfique pour tous les agents, mais pas, alors à mon sens, hein, pas à cause du dispositif en lui-même, mais simplement parce que parfois il faut aussi reconnaître que toutes les difficultés ne trouvent pas une solution heureuse. C'est-à-dire que c'est pour certains agents, malgré toutes les choses qu'on a pu mettre en place, malgré l'accompagnement, malgré les prestations d'appui spécifiques, malgré le suivi du médecin du travail, le trouble reste présent et il est parfois difficile à gérer. Et malheureusement, parfois, il se termine par ou une absence prolongée ou une inaptitude. Alors ça satisfait personne, si ce n'est qu'on sait que dans ces cas-là, on a mis tout en œuvre et on a tout essayé pour pouvoir accompagner l'agent le plus loin possible. Et que malgré cet accompagnement, malgré les temps partiels thérapeutiques, malgré les aménagements, quand on est arrivé au bout du bout, parfois on doit faire ce constat douloureux que on a beau avoir tout mis sur la table, ça ne suffit pas. Donc il y a eu 2 situations qui se sont malheureusement terminées comme ça, mais ça remet absolument pas en cause le dispositif. Ça nous apprend simplement aussi que parfois on peut pas tout régler, même avec tous les outils du monde. Alors mon dernier point sur les perspectives de ce dispositif, on souhaite l'élargir davantage. Le but aujourd'hui, ce sera d'avoir plus d'agents formés pour avoir plus de tuteurs potentiels et plus de secouristes en santé mentale, d'en avoir sur le plus de sites possible. Faut savoir que Villeneuve d'Ascq, on a énormément de sites répartis sur la collectivité. On a l'hôtel de ville, mais on a 27 groupes scolaires, on a 4 crèches, on a des médiathèques, on a un EHPAD, on a un centre technique municipal. Donc, on souhaite, nous, avoir le plus de tuteurs possible sur ces sites, aussi parce que le but de ces tuteurs, c'est avant tout d'accompagner des agents, alors ou dans leur maintien dans l'emploi ou dans leur retour à l'emploi, et que pour être le plus réactif, nous, en tant qu'employeurs, quand le conseil médical nous dit il y a tel agent qui revient au 1er janvier, au 1er du mois suivant, il faut pouvoir mettre en place un accompagnement le plus vite possible, et ça ne peut se faire que si on a des agents déjà formés.
Dans le cadre de ces perspectives, on a aussi un psychologue du travail qui nous a rejoint, enfin qui a rejoint notre équipe de médecine professionnelle. On est, nous, conventionnés avec Epion Prévention. Donc Epion nous a mis à disposition un psychologue du travail depuis peu. Là, on l'espère, ça va aussi jouer un grand rôle dans ce dispositif, ne serait-ce que pour nous aider dans l'accompagnement du réseau des secouristes en santé mentale, mais aussi, pourquoi pas, dans l'accompagnement de la formation de ces tuteurs, dans le repérage de ces tuteurs. Donc, pas mal de perspectives qui s'offrent à nous aussi. On l'espère aussi, alors ça c'est un point dont on va vite avoir besoin aussi, c'est éventuellement d'un formateur en interne sur les premiers secours en santé mentale, toujours dans l'optique d'être le plus réactif possible, parce qu'effectivement, Marie le disait, alors les premiers secours en santé mentale, l'avantage c'est que c'est fait par un organisme national qui s'appelle PSSM France, et donc chez n'importe quel formateur que vous allez trouver, ce sera le même programme, les mêmes modules de formation. L'inconvénient, c'est que ça se programme, donc il faut parfois quelques semaines, voire quelques mois d'attente avant de pouvoir former un groupe. Et avoir chez nous un formateur en interne, ce serait aussi une grande force pour nous de pouvoir former le plus vite possible des agents si nécessaire. Et je pense que j'ai fait le tour sur cette intervention. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'ai essayé d'être concis et à la fois clair, et j'ai peut-être été un peu rapide, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si Flore, tu peux me les lire, parce que j'ai malheureusement pas accès au chat. Oui, merci Ludovic. Je t'en prie. J'ai partagé dans le chat, moi, au fur et à mesure de ton intervention, l'offre de formation du CREPSI, Ouais. le lien vers la formation de secouriste en santé mentale, le lien aussi vers un guide du FIP en matière de santé mentale dans la fonction publique. Toutes ces ressources seront repartagées dans une boîte à outils aux participants à l'issue du webinaire. Et voilà, on était plus sur des échanges dans le chat que sur des questions. D'accord. Donc, il n'y a Ok. pas de questions précises. Du coup, on va continuer ce webinaire. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Même si c'est des questions adressées à Ludovic, on pourra y revenir ensuite. Donc, moi, je vais continuer sur la diapositive suivante. Voilà, donc suite à un appel à témoignage de quelques employeurs publics de la région des Hauts-de-France, quand on regarde ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain en matière de santé mentale au travail, on voit une vraie évolution des pratiques. Donc on n'est plus uniquement sur des actions ponctuelles ou isolées, on est sur des démarches de plus en plus structurées qui combinent plusieurs leviers. Donc d'abord, il y a un travail de fond sur la sensibilisation, former, informer, faire évoluer les représentations, que ce soit à travers des formations en santé mentale, des conférences, des webinaires ou des outils internes. L'objectif est clair, donner à chacun des repères pour mieux comprendre et mieux agir. Ensuite, il y a tout l'enjeu de la prévention. Certaines structures vont plus loin en intégrant les risques psychosociaux dans des dispositifs structurés, avec des programmes annuels, des groupes de travail ou encore des procédures spécifiques sur des projets sensibles comme le risque suicidaire. On est là sur une logique d'anticipation et non plus seulement de réaction. Autre point fort, l'accompagnement. De nombreux employeurs mettent en place des dispositifs concrets pour soutenir les agents, comme des cellules d'écoute, les psychologues du travail ou bien des groupes de parole. Ce sont des espaces essentiels qui permettent de libérer la parole et d'apporter des réponses adaptées aux situations vécues. On voit aussi émerger une vraie stratégie de développement de relais internes. Donc, comme le disait aussi Ludovic, former des secouristes en santé mentale, s'appuyer sur des professionnels en interne, c'est un changement majeur. Cela permet d'ancrer la santé mentale dans le quotidien des organisations et de ne plus dépendre uniquement d'interventions extérieures. Parallèlement, les actions autour du bien-être et de la qualité de vie au travail se développent, comme la sophrologie, le sport,
différentes activités physiques, mais aussi des ateliers d'expression. Ce sont des leviers complémentaires, mais essentiels pour agir sur l'équilibre global des agents. Enfin, et c'est un point clé, les organisations se dotent de plus en plus de dispositifs structurés de régulation, comme des cellules de signalement, des commissions RPS, risques psychosociaux, des dispositifs d'appui médico-psychologique qui permettent de traiter les situations sensibles de manière sécurisée et professionnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on change de paradigme. On ne parle plus seulement de prévention des risques, mais bien d'une approche globale de la santé mentale au travail qui agit à la fois sur les individus, les collectifs et l'organisation. Et c'est cette articulation entre sensibilisation, prévention, accompagnement et organisation qui fait aujourd'hui la différence. Merci Fleur. Mais effectivement, moi je rejoins ce qui vient d'être dit par Fleur et Ludovic, hein, ce qui est assez intéressant, encourageant, je trouve, dans les témoignages qui arrivent sur ces questions de la santé mentale, c'est qu'à la fois on voit bien, oui, la prise en compte de la dimension individuelle, mais surtout ne pas oublier ces dimensions collectives, organisationnelles. À la fois, oui, on forme de plus en plus les personnes à la santé mentale, au repérage des signaux faibles, au PSSM, mais surtout, on ne les laisse pas seuls face à ça. Et c'est comment on vient aussi travailler sur l'organisation de travail pour créer des espaces d'échange, pour prévenir les risques psychosociaux, pour améliorer les conditions de travail. Donc vraiment, c'est ces différents leviers-là qui viennent en complémentarité pour agir vraiment durablement sur ces questions. Peut-être pour compléter sur les dynamiques partenariales, on a parlé des acteurs ressources qui peuvent venir vraiment vous renseigner, vous accompagner dans les situations quotidiennes que vous rencontrez, que ce soit sur la prévention des risques ou sur l'accompagnement, l'orientation et l'accompagnement des personnes avec une difficulté de santé mentale. Peut-être un focus sur trois événements, dispositifs ou acteurs en plus. Les semaines d'information sur la santé mentale qui se déroulent du 5 au 18 octobre 2026, et donc chaque année qui permettent de retrouver un certain nombre d'événements sur vos territoires. Cette année, on est sur la question de pour votre santé mentale, ouvrons-nous aux arts. Donc voilà, c'est un espace en tout cas où on peut soit créer, soit participer à des événements sur les questions de santé mentale. Le CREPSI, on en a parlé vraiment, voilà, centre de ressources spécialisé sur le handicap psychique. Je crois que voilà, dans la salle, on a aussi des personnes qui représentent peut-être le CREPSI, qui sont à la fois à votre disposition pour mettre à disposition les outils et d'autres ressources, sensibiliser, faire des formations, des événements sur ces questions-là. Et dernier acteur sur le territoire, donc le Clubhouse de Lille, qui est plutôt une association, un lieu d'accompagnement qui a vocation à créer du lien social, lutter contre l'isolement, accompagner à la réinsertion sociale et professionnelle, changer de regard sur la santé mentale, et qui propose là aussi une manière de s'organiser qui est tout à fait intéressante, innovante aussi. Pour les ressources complémentaires, on vous a parlé à plusieurs moments de la boîte à outils dans ce webinaire. La boîte à outils, c'est des ressources qu'on vous met à disposition en complément de ce qu'on vient de se dire là. Ça reprend un certain nombre de sites internet, de dispositifs qui vous ont été présentés. Je vais prendre quand même une minute pour le balayer avec vous, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Hop. Et qu'est-ce que vous pouvez y retrouver? Puisque finalement, on a quand même pas mal de ressources à disposition sur ces questions. Deux sites de référence pour comprendre et déstigmatiser la santé mentale, le site de Psycom avec une newsletter aussi pour suivre les informations, le site Santé Mentale France qui vous permettent à la fois d'avoir des informations fiables sur la question de la santé mentale, des relais, des acteurs ressources et des outils pédagogiques pour sensibiliser vous aussi sur les questions de santé mentale avec plein de formats différents en fonction de vos possibilités, de vos contraintes en matière d'événements également, de public que vous pouvez sensibiliser.
ressources plus locales, donc le CREPSI, hein, ne pas hésiter à les contacter aussi sur ces sujets et sur ces enjeux. Je vous ai partagé aussi deux bandes dessinées qui ont été créées en facile à lire et à comprendre sur qu'est-ce que la santé mentale qui peut aider. Le rappel des semaines d'information sur la santé mentale. Une brochure assez intéressante, elle fait une vingtaine de pages, mais là, vous retrouvez vraiment beaucoup de choses qui ont été présentées dans ce webinaire sur la définition, sur des exemples d'idées reçues et qu'est-ce qu'on peut apporter aussi comme réponse face à ces idées reçues, les liens entre santé mentale et emploi, les acteurs ressources et numéros utiles. Donc tout ça est cliquable, bien sûr, je vous continue voilà, le déroulé, mais tous ces liens sont cliquables et vous pouvez retrouver du coup les ressources en ligne. Là, sur la prévention primaire, on a parlé vraiment du lien indissociable entre la santé mentale et la question de la prévention des risques au niveau de l'organisation, sinon ça ne sert à rien. Les signaux faibles et comment accompagner. Donc voilà, quelques, quelques petites ressources qui peuvent être mobilisées là-dessus. Hop, je rechange. Peut-être du coup vous proposer qu'on passe maintenant. Donc moi j'en ai fini avec les aspects que je voulais vous présenter. Donc peut-être sur la partie des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'aurait pas abordées? On les a pris un petit peu au fil de l'eau, mais s'il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser. Oui, je suis actuellement en train d'essayer de répondre dans le chat, mais on va plutôt le faire à l'oral. En fait, il a été évoqué un dispositif très intéressant, Recopro, mais Recopro qui est uniquement à destination des employeurs de la fonction publique hospitalière. Et nous avons plusieurs questions au sujet de ce qui peut être mobilisé à l'éducation nationale. Et donc, j'ai partagé le contact du référent handicap de l'éducation nationale que tout le monde connaît, hein, Michael Buffard, qui est déjà sur le coup. Et puis aussi le contact du CREPSI, Alicia Abad, qui est référente parcours professionnel. Et donc là, nous avons admettant le refus de l'établissement de prendre en compte la souffrance de l'agent qui a été établie par médecine de prévention du rectorat plus psy du travail. Là-dessus, difficile Oui. en tout cas d'avoir des réponses uniques et univoques. Là, vraiment, enfin, je rappelle cet enjeu, mais vous l'avez vraiment noté et on voit là que dans les questions-réponses, c'est aussi ce que vous faites comme réflexe, c'est de pouvoir se coordonner et puis d'inscrire ces sujets durablement dans les organisations. J'aurais du mal à vous répondre de manière univoque là-dessus. Oui, alors après, on a une question sur comment mobiliser les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Donc, il y a un centre de gestion de la fonction publique par département et des référents handicap. Nous vous partageons dans la boîte à outils hein, la liste des personnes à contacter. Ou si vous le souhaitez, je peux vous, en fonction de votre territoire, vous envoyer directement les coordonnées du référent handicap à mobiliser. Donc, c'était pour Alem Belhamel. Pour Nadine Desmet, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous mettrai en contact. Fleur? Oui. Juste, je me permets de préciser, je ne l'ai pas précisé dans l'intervention, mais là, ça fait écho par rapport à des reconnaissances ou des préconisations du médecin du travail. Il y a des textes de loi, notamment l'article L4624-6, qui précise que l'employeur se doit de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail. Il y a aussi l'article L4121, il me semble, qui dit que l'employeur est garant de la sécurité de ses agents et il se doit aussi de protéger leur santé physique et mentale. Voilà, donc si ça peut aider aussi pour des agents qui ont du mal à faire reconnaître leurs difficultés, etc. Ces articles de loi existent, le Code du travail existe, et quand il y a une préco du médecin du travail, si l'employeur ne peut pas la mettre en œuvre, il doit se justifier. Exactement. Merci Ludovic pour ce complément.
Je t'en prie. Donc, on a une nouvelle intervention dans le chat sur la gratification de 1000 points dans l'éducation nationale dans le cadre d'une BOE et demande de mutation ne prend a priori malheureusement pas en compte la santé mentale et notamment contexte psychiatrique. Alors, je ne suis pas au courant de cette gratification de 1000 points dans l'éducation nationale. C'est peut-être quand les agents sont reconnus BOE et peut-être que si la reconnaissance n'est pas effective, oui, effectivement, ça ne fonctionne pas. Et donc, on a aussi la correspondante handicap du rectorat d'Amiens qui vient de partager son adresse mail. Michael Buffard qui nous précise que l'ensemble des états de santé sont pris en compte par les médecins du travail. Oui. Très bien. Donc, on n'a pas de questions dans l'onglet QR, tout est passé dans le chat. Peut-être pour Isabelle, terminer. oui, pour terminer. Oui, vous aviez, Fleur, un dernier petit lien aussi sur l'évaluation. Ça, c'est important pour nous, que ce soit pour le FIPHFP ou pour moi-même, d'améliorer en tout cas ces interventions, leur contenu et ce avec quoi vous repartez, c'est-à-dire en quoi ce webinaire a pu venir confirmer, apporter des choses complémentaires que vous ne connaissiez pas. Donc, je vais vous partager peut-être le lien de cette évaluation pour que vous preniez quelques minutes avant de partir pour le compléter et qu'on puisse aussi nous améliorer et voir voilà, quelles peuvent être les informations dont vous avez besoin. Mettre à jour aussi la boîte à outils. On vous l'a montré dans une première version, mais on va pouvoir compléter avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et vos questions. Je pense que c'est ça. Oui, et Michel le rappelle, attention au risque d'épuisement des professionnels des services de santé au travail. C'est vraiment, j'en ai parlé pour les managers, mais ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que la question de la santé mentale, c'est la question de tout le monde. Et attention aussi au risque d'épuisement, à prendre en compte finalement les signaux d'alerte, peu importe à l'endroit dans lequel on se situe, et de trouver les ressources mobilisables pour travailler plus sereinement. Et j'insiste encore une fois, pas que des ressources individuelles, mais vraiment des ressources aussi collectives pour pouvoir porter ces sujets collectivement. Est-ce que, Voilà. Ludovic, Isabelle, vous vouliez ajouter quelque chose? Je remets encore une fois C'est le bon pour lien. moi. Et non, je voulais remercier notre intervenante qui, je pense, a fait une intervention de qualité ce matin, et puis rappeler qu'il y a une dynamique. Fleur a resitué un certain nombre d'actions chez nos employeurs publics. Ces actions, bien, il faut qu'elles continuent et que ce sujet soit pris en compte dans les politiques de santé, plus globalement, puisqu'on est sur un sujet de santé bien avant le sujet du handicap. Merci de votre participation. Merci. Très bien, je vous remercie. Merci à tous nos intervenants, merci à tous les participants. Nous reviendrons vers vous suite à ce webinaire en vous adressant le support de présentation, la boîte à outils, ainsi que le replay du webinaire. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.